Du coup, Nightmare Alley, qui est un chouette film qui est sorti au, au, Qu'est-ce ci- que tu racontes? qui est sorti au cinéma qui est au cinéma en ce moment en fait, Oui, Nightmare Alley. tout à Oui, fait. oui, qui est au cinéma en ce moment. De Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qu'on a vu dans des films comme Le Labyrinthe de Pan Tout à fait. ou encore La forme de l'eau qui a la- gagné un Oscar. un Oscar. du meilleur film, Mhm. justement, et qui est aussi scénariste sur des films assez connus, figure-toi, puisqu'il est co-scénariste sur la trilogie du Hobbit. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'est fou. Mm. Et aussi, il a aussi réalisé Pacific Rim. Ouais, bah de toute façon, on sent de toute façon, toute sa patte à lui, c'est plutôt du fantastique, limite horreur, limite un peu mystique, spirituel. Tout le temps. Bah, Pacific Rim, tu vois, j'aurais pas dit. Bah écoute, tu l'as vu sur ce film? Ouais. Et c'était bien? C'était le truc. Attends, je confonds toujours parce qu'il y en a deux. C'est celui avec Rihanna, non? Non. Pacific Rim. Non? Non, c'est celui avec les gros robots. Ouais, il y a pas Rihanna dedans. Non, c'était On- un truc on de va- sous-marin. On va fact-checker. Noble. Mais du coup, oui, dernier film en date de Guillermo del Toro, du coup Nightmare Alley, qui raconte l'histoire d'un homme qui est embarqué dans un cirque Ouais, pas Rihanna. pour travailler et qui va en fait s'inspirer, enfin va être un petit peu parrainé par notamment des pseudo-médiums ou des pseudo-démentalistes. Un brave type. C'est ça, Qui s'appelle et qui va rencontrer ces personnes-là, ces personnes un peu étranges, en tout cas qui font des shows, et qui ensuite va partir, utiliser ces shows-là pour se faire de l'argent, et on va dire qu'il va tomber dans le dark side. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un homme qui est mystérieux. Dès le début du film, on nous le vend comme un homme mystérieux. De toute façon, Effectivement, il parle pas pendant les 10 premières minutes. il y a pas Rihanna, non. En fait, toi et moi, Clément, on confond avec un autre film qui est, je sais plus lequel. Le truc des sous-marins. Ouais, il y a Pacific Rim et il y en a un autre. Si quelqu'un dans le chat a la ref, n'hésitez pas. Il y a à la même période, il y a deux films de baston sur des bateaux qui se sont passés. Et je crois que c'est ce qui fait que Pacific Rim a une mauvaise image dans ma tête parce que je le confonds avec un autre. Pacific Rim, il me semble que c'est un bon film. Hein. Je l'ai pas vu. Bon mais- bref, si quelqu'un a la ref, n'hésitez pas. En tout cas, toujours est-il que cet homme mystérieux va être, comme le dit Louise, il va s'engager dans un cirque. Il va être, du coup, il va apprendre le mentalisme, et ce qu'on appelle la lecture à froid. Donc la lecture à froid, c'est le fait, c'est un vrai truc, c'est voilà, petit type de mentalisme que moi je trouve fascinant, c'est le fait de voir en fonction du genre d'une personne et de la manière dont elle se comporte et la manière dont elle va. Ah, je vois qu'il y a le chat de Kylian qui essaie de venir sur le live et de la manière. Bonjour. Oh, bébé. Et de la manière dont elle va se comporter, ça va permettre de déterminer des choses sur elle et de faire comme si c'était du mentalisme. C'est comme si là, je réussissais à deviner des choses sur Kylian, rien que sur la manière dont il se comporte. Il a une casquette, une moustache. Il Ouais. est breton. Je parie qu'il travaille dans la culture. En fait, c'est ça la lecture à froid. Et donc, il va prendre la lecture à froid et il va quitter ce cirque pour un peu aller vivre la vie d'artiste à New York avec une femme du cirque, bref. Et là-bas, il va faire ce que la personne qui lui avait enseigné la lecture à froid lui a dit de ne jamais faire. Il va commencer à croire en ses propres mensonges et à faire parler les morts, c'est-à-dire faire le spooky show, comme ils appellent ça, le show qui fait peur. Et en fait, ça consiste tout simplement à aller voir des gens qui ont perdu un proche et à leur dire j'entends votre fils. En fait, en voyant les gens se comporter grâce à la lecture à froid, ils vont rester... Battleship, c'est ça, Jeanne. Battleship, merci. Merci pour la... Merci pour la... Merci pour le... Pour l'aide. Pour l'aide, merci. Du coup, grâce à la lecture à froid, ils vont réussir à déterminer que cette personne a perdu un proche. C'est la première chose. Donc normalement, la lecture à froid s'arrête là. Et en fait, ce qu'il va faire, Bradley Cooper, qui interprète le personnage principal, c'est qu'il va commencer à faire parler les morts, donc à faire comme si le mort était dans la pièce, comme s'il réussissait à leur parler, ce qui va lui entraîner pas mal d'emmerdes. C'est un truc, c'est un thriller. J'ai déjà dit plein de fois ici que moi, j'étais pas trop fan des trucs qui font peur. Là, c'était hyper dérangeant. Mais pour le coup, ça m'a pas fait peur, mais c'était hyper dérangeant. Et donc, pour information, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Le Charlatan, qui est sorti dans les années 40, et qui avait déjà donné lieu à une première adaptation cinématographique en 47, qui s'appelait Le Charlatan aussi. Et Guillermo del Toro, pour finir sur les petites anecdotes avant que Kylian nous donne son avis aussi, Guillermo del Toro avait l'envie de réadapter ce livre depuis 1990. Ça fait depuis 20 ans 30 ans qu'il voulait le faire. Je sais pas, vous aussi vous êtes bloqué en 2010. Moi, à chaque fois, pour moi, 90 c'était il y a 20 ans. J'ai pas passé le cap des 2020. Et du coup, ça fait 30 ans qu'il veut adapter ce film. Donc là, c'est chose faite avec Bradley Cooper. Il faut savoir que Leonardo DiCaprio devait normalement avoir le rôle.
C'est vrai qu'ils se ressemblent un peu, je Mhm. trouve. Et donc on a aussi, tu vas m'aider Louise, comment elle s'appelle? Kate Blanchett. Kate Blanchett qui est présente. Il y avait Lady Gaga qui était pressentie pour un rôle dans le film mais qui finalement l'a pas eu. Enfin bref. Il y a Tori, celle qui joue qui joue la voyante, mais j'ai oublié son nom. Tony quelque chose. Bon, on l'aura pas, je pense. Mm. Mais bref, en tout cas, c'est un chouette film qui est nommé donc aux Oscars. On va quand même refaire le point là-dessus. Pour la lumière, je sais pas si vous pouvez voir là sur les images, mais la lumière de ce film, pour moi, c'est un film qui pourrait gagner l'Oscar pour la meilleure photographie. C'est vraiment magnifique. Et surtout, la fête foraine. Je pense que moi, ce que j'ai en tête, c'est Stranger Things, qui a déjà montré dans la culture grand public, on va dire, que la fête foraine, c'est vraiment un lieu qui est hyper propre, je trouve, à avoir une belle photographie. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance qui se dégage de la fête foraine, et une fête foraine des années 40. Guillermo del Toro, il a réussi à en prendre le meilleur parti pour avoir une lumière qui est à la fois sombre, mystérieuse, et en même temps, enfin, magnifique, quoi. C'est un... Pour moi, en tout cas, les fêtes foraines, C'est un enfin, très la beau fête film. foraine et la fête foraine, surtout dans les années 40, avec tous ces vieux mécanismes, ces têtes un peu cheloues. Maintenant, quand on regarde un peu ces décors-là ou ces bêtes, c'est vrai que c'est d'un glauque sans nom. Et je trouve que Guillermo del Toro, vu qu'il est toujours dans cette lisière-là entre le monstrueux et la réalité, c'est pile poil un truc dans lequel c'est un jeu pour lui. Il est nommé dans les catégories meilleur film, meilleur décor, qui pourrait gagner, meilleur décor, meilleur costume et meilleure photographie, qui pourrait gagner aussi, à mon avis, meilleure photographie. Et oui, c'était un très chouette film. Qu'en on peut penses-tu, le dire. Kylian? Alors j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce au départ, j'y attendais pas grand-chose de ce film-là. Je me suis dit oui, bon, ça a l'air sympa. Et finalement, je me suis vite fait prendre par le film. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, je trouve qu'on voit beaucoup plus la patte de Guillermo del Toro dans la première partie du film qui se passe dans la fête foraine. C'est vrai que là, ça suinte de partout son esthétique. Dans la deuxième partie, c'est un peu moins le cas. Et c'est vrai que le travail sur la lumière est assez fou. C'est très, on va dire, cinématographique, mais visuellement, ça claque. Ça claque vraiment. Au niveau du thriller, c'est vrai qu'on est, comme je dis, on est vraiment pris par l'histoire de bout en bout. Et c'est vrai que même le plot twist, on le voit un peu venir, mais pas tant que ça, finalement. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, c'est le rôle de Kate Blanchett, que j'ai trouvé assez fascinante, qui est très badass dans ce film, et qui dégage vraiment quelque chose. Déjà, je trouve que la voix de Kate Blanchett, elle est extraordinaire. Genre, elle me glace le sang à chaque fois. Cette voix de Kate Blanchett et Guillermo del Toro et Bradley Cooper qui jouent ce connard antipathique et on s'y attache quand même un peu et on n'a pas envie de s'y attacher mais on arrive donc c'est vrai que je pense pas que ce film aura l'Oscar du meilleur film, mais je pensais pas non plus que La Forme de l'eau allait l'avoir, donc je suis assez mauvais en pronostic. Mais c'est vrai que dans les films que j'ai vus pour l'instant qui sont nommés à l'Oscar du meilleur film, je pense qu'il est dans le top tiers. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'espère vraiment qu'en meilleure photo, ce film va gagner parce que le travail est assez exceptionnel. Meilleure photo et meilleur décor, parce que je trouve que les deux, le décor de la fête foraine, comme tu dis, c'est vrai qu'après... Là, le bureau de Kate Blanchett, là, dans le style années 30, il est magnifique. Comme le dit Kylian, dans la deuxième partie, on est plutôt dans la bourgeoisie new-yorkaise, donc c'est vrai qu'on retrouve moins le Guillermo del Toro style, même si les scènes dans le jardin... sans spoiler du coup, mais vous verrez si vous avez vu le film et vous voyez vous avez vu le film, les scènes dans le jardin sont déjà un peu plus effrayantes, surtout dans la dernière partie du film. Là, ce que vous voyez en ce moment, c'est une photo de tournage avec Guillermo del Toro avec son masque sur la gueule qui est en train de faire sa direction d'acteur. Puisque le tournage fait partie de ces tournages qui ont été décalés à cause du Covid, comme la plupart des films qui sont nommés cette année aux Oscars d'ailleurs. Mais oui, un film... moi, je suis étonné que ni Bradley Cooper ni Kate Blanchett ne soient nommés pour leur prestation, parce que franchement, Bradley Cooper, comme tu dis, il joue un personnage, c'est un gros con. Antipathique. Mais pour autant, pas au début, parce qu'au début, on vraiment, le déteste pas. Ouais, au début, il joue bien le mec candide, quoi.
c'est chelou. Mais après, C'est au rien fil du que film, pour là, quand- moi je trouve que rien que la première scène, en fait, elle te balance dedans direct, quoi. Dans ce C'est plan fixe parmi- avec le feu et. Parmi les premiers plans, ouais. Le premier plan, du coup, c'est pas un spoiler, je c'est pense, pas de spoil, dire mais en comment fait, ça on s'ouvre. voit un homme enterrer quelqu'un et le brûler. Et du coup, on a un plan. Bradley Cooper qui avance dans un champ avec une maison 200 mètres derrière lui en flammes, avec un lever de soleil. Et moi, si je filmais ça, ce serait dégueulasse. Mais Guillermo del Toro, il filme ça. C'est enfin, c'est fou. Et j'ai l'impression que chaque capture d'écran de ce film fait partie de ces films. Et c'est pour ça que dans la meilleure photographie, on dit que c'est un. Je pense que c'est un sacré concurrent. Tu peux faire une capture d'écran à n'importe quel moment, c'est un fond d'écran, quoi. C'est magnifique. C'est un très très beau film. Et j'aime bien, encore une fois, cette lisière entre c'est pas vraiment du paranormal, mais l'horreur, le mystère, et Guillermo del Toro, il a toujours... Qu'est-ce que tu dis, Sorbiciton ? Chacun son métier, Alexis, voyons, ne te dévalorise pas. C'est ce que j'ai dit. Bah t'as dit que si tu filmais ça, ça serait Ah dégueulasse. ouais. Une maison en flamme. Ouais, il y aurait un peu trop d'exposition, je pense. Après, j'ai pas vu La forme de l'eau, donc je sais pas en quoi Moi non plus. ça se ressemble, ou si on ressent cette tension. Mais là, voilà. Après, voilà, c'est une tragédie aussi, hein. Comme tu dis, en fait, au début si on porte un peu attention aux détails, on voit qu'il y a un gros foreshadowing. Moi, je l'ai capté direct, donc j'ai pas trouvé ça très subtil. Mais Pour moi, le gros point faible, enfin, ce qui est très très décevant dans ce film, c'est qu'en fait, là, j'ai appris que ça avait été un échec commercial relatif, puisqu'ils avaient prévu de faire 1 500 000 au box-office. En fait, ils ont des prévisions pour ce genre de film. Ils avaient prévu de faire 1 500 000 au box-office, la Warner, pour le premier week-end, et ils ont fait que 200 000. Pour la bonne raison que je pense qu'ils ont eu un petit... ils ont été un peu trop sur deux, et ils ont sorti ça le même week-end que Spider-Man No Way Home. Moi, je suis un fervent défenseur de Spider-Man No Way Home, et je fais partie des gens, du coup, qui n'ont pas vu le film à sa sortie, parce que j'ai préféré aller voir Spider-Man No Way Home, que j'avais vraiment envie d'aller voir, et ça, je l'ai vu, parce que c'est un film qui m'intéresse beaucoup, mais par la suite. Et du coup, c'est dommage, parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Ils ont... Enfin... Il y a des machines avec lesquelles tu peux pas rivaliser, Spider-Man en fait partie, et c'est vraiment dommage parce qu'un film de cet acabit, c'est vraiment un film qui aurait mérité et qui avait le potentiel d'être vu par du grand public, parce que c'est un très beau film avec une histoire qui est entraînante. C'est pas un film où il faut s'accrocher pour le regarder, et c'est dommage en fait qu'ils aient eu ce petit excès de confiance en eux, la Warner, et de le sortir le même week-end que Spider-Man. Je trouve que c'est con, parce que vraiment, ils avaient prévu que ce soit du coup un succès du box-office, et ils se plantent parce que ils ont... Bah juste, il y a des moves à pas trop faire. Tu sors pas un week-end un film que tu veux qui a le potentiel de marquer le grand public le même jour qu'un film que Marvel. Enfin, ça n'a pas de sens en fait stratégiquement. Donc c'est con. Petit excès de confiance en eux là-dessus. C'est Après, dommage. alors, des charges, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a quand même eu un embouteillage assez monstrueux dans les blockbusters, et je suis pas sûr que c'est leur premier choix de le lancer ce week-end-là et qu'ils ont dit vas-y, on est meilleur que Marvel. Je pense qu'ils ont malheureusement pas eu trop le choix, et c'était soit on fait ça, soit on sort sur une plateforme, et tant mieux que ce soit pas sorti sur une plateforme, que ce soit sorti au cinéma. C'est vrai que si c'est un plus ou moins un échec, après j'ai l'impression que c'est quand même une réussite critique. C'est pas ça qui va permettre de payer les factures, mais je pense que la Warner, ça va, ils sont pas trop à plaindre. Il est quand même en bonne liste pour gagner des prix aux Oscars, donc c'est décevant d'un point de vue commercial, mais d'un point de vue critique, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt une réussite. Après, la critique fait que moi, je fais partie des gens qui pensent que les critiques, ils sont une fois sur deux à côté de la plaque. Donc, moi, je fais confiance à mon jugement quand je vois un film, et je fais rarement confiance aux critiques. Enfin, par exemple, là, j'ai attendu de voir qu'il était nommé aux Oscars pour le voir, concrètement. Et je regrette, on l'a pas vu au cinéma, et je regrette. Je pense que c'est un film qui se voit au cinéma. Autant La Méthode Williams, c'est un film qui se voit pas forcément au cinéma. Enfin, c'est toujours mieux de le voir au cinéma, évidemment. Mais enfin, voilà, je pense pas que tu perds grand-chose en ne le voyant pas au cinéma. Ça, je regrette de pas l'avoir vu au cinéma. Parce que tu dois t'en prendre. Et puis, il y a des plans. Sans spoiler encore une fois, mais les plans, comment je vais dire ça sans spoiler personne, mais les plans, pour vous laisser surpris, mais les plans avec les bocaux, si vous voyez à ce à quoi je fais référence, je pense que ça au cinéma, c'est creepy, c'est monstrueux, c'est dérangeant, c'est glauque, c'est excellent. Et puis tous les acteurs dedans sont magnifiques. Il y a Willem Dafoe du coup qui joue le directeur du cirque. Et qui est sorti 2 fois au cinéma cette semaine-là.
Ah oui, non, Parce mais qu'il oui, était aussi dans mais- Spider-Man. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Kate Blanchett qui était dans Don't Look Up. Non, on a un petit cocktail de gens qui se retrouvent dans plein de films en ce moment. Bradley Cooper qui était aussi dans l'école de chez Pizza. Ouais. J'aime beaucoup Bradley Cooper comme acteur. Voilà, moi c'est le roi de l'unpopular opinion. J'aime beaucoup. Je suis assez d'accord parce que moi je suis pas fan de cet acteur et là ça fait deux rôles où il m'a vraiment surpris. Que ça soit son rôle un petit peu foufou dans Licorice Pizza ou là son rôle un peu plus dramatique, enfin pas dramatique mais dans ce rôle dans ce thriller par contre un peu déçu du plus petit rôle de Rooney Mara qui était un peu plus en vraiment dents de déçu scie. aussi. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Et là, j'étais un peu déçu par ce rôle qui a été un peu moins. Elle était un peu moins mise en Elle est un avant. peu moins dedans. Hein. Enfin, moi, je l'ai pas trouvée excellente dedans. À noter que sur ce rôle, elle était en concurrence avec Jennifer Lawrence et Lady Gaga. Jennifer Lawrence, je crois qu'il n'a pas pu avoir le rôle parce qu'elle était sur un autre projet. Probablement d'ailleurs, maintenant que j'y pense, Don't Look Up. En tout cas, elle a eu un rôle qui était a priori donné plutôt que les rumeurs attribuaient plutôt à Jennifer Lawrence, donc bravo à elle quand même. Sorbet Citron qui nous dit il a démarré avec Very Bad Trip, ça laisse des traces forcément. Oui, c'est vrai. Après, moi, Bradley Cooper, en fait, quand j'ai vu que Leonardo DiCaprio était en lice pour ce film, ça m'a surpris. Et après, je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'ils ont. Enfin, je sais pas, j'ai la sensation qu'ils se. Alors évidemment, je pense que la préférence de tout le monde ira toujours à Leonardo DiCaprio, mais je veux dire, je saurais pas dire quoi, mais ils ont un petit truc qui fait qu'ils se substituent pas mal entre eux, Bradley Cooper et Leonardo DiCaprio. J'ai l'impression que c'est le même style d'acteurs qui sont un peu fourre-tout, enfin qui passent un peu partout. En tout cas, Bradley Cooper, j'étais un peu fan de sa performance, mais j'ai toujours aimé. Après DiCaprio, je l'ai jamais vu dans une comédie. Bradley Cooper, il faut savoir que le premier film dans lequel je l'ai vu, c'était le film L'Agence Tourisque. Donc là, ça vole pas forcément hyper haut, mais c'est un film qui a toujours un peu c'est hyper subjectif, je pense pas que ce soit un film exceptionnel et je suis même pas sûr que beaucoup de gens l'aient vu, mais enfin je sais pas, c'est un film qui a toujours mon petit coup de cœur, quoi. C'est le film de mon adolescence, quoi. Et du coup Bradley Cooper, en raison de ce film, c'est un acteur que j'aime bien, ce qui est totalement subjectif, mais ça me fait toujours plaisir de le voir au cinéma. Après moi je suis nul en physionomie, donc il m'a vraiment fallu dans Licorice Pizza, j'ai attendu le générique de fin, je crois que je l'avais déjà dit ici, hein, mais il a vraiment fallu que j'attende le générique. Tiens, il y avait Bradley Cooper et qu'on me dise bah ouais il jouait tel personnage, je dis ah oui c'est vrai. Et là, rien qu'on lui rase sa barbe et on lui met une moustache, j'étais à deux doigts de pas le reconnaître. Hein. Pour moi, avec son chapeau et tout, pour moi, c'était Harrison Ford dans Indiana Jones. La vraie différence avec DiCaprio, c'est peut-être que DiCaprio sait vraiment choisir ses films et peut se permettre peut-être de choisir mieux ses films, et que Bradley Cooper a joué dans des films un peu moins... Ouais. Avec un peu moins d'ambition. Oui. Bah là, après Don't Look Up, après Licorice Pizza et Nightmare Alley, je pense qu'il peut prétendre à être à la tête. C'est peut-être un revirement de carrière. Ouais. Bah franchement, ça fait plaisir, en vrai, et je pense que tout le monde tombera d'accord pour dire que cette année, Bradley Cooper, moi je l'attendais pas dans ces films-là, et même j'ai été surpris de voir que c'était Bradley Cooper dans ce film-là, et j'ai dit tiens, mais enfin grosse surprise. Et dommage pour qu'il soit pas nommé dans la catégorie, encore une fois, meilleur acteur genre Radot, mais lui ou Kate Blanchett, mais en tout cas ça aurait mérité. Et je dirais même que ce film aurait mérité d'être nommé dans plus de catégories, probablement, même au niveau du scénario adapté, puisque c'est adapté d'un livre et d'un film. Enfin, c'est un film pour moi qui coche pas mal de cases et voilà. Bah écoutez. Bah c'est tout, hein, on arrive à la fin. Kylian, si t'as des choses à ajouter. Tu veux faire une petite conclusion, un petit au revoir de dédicace. Non, c'était un plaisir de partager ce moment. Et puis allez voir Nightmare Alley sur les meilleures plateformes de téléchargement illégal. On essaie de pas le dire directement. Le jour, non, je pense c'est un jour, du coup on est là en ce moment, je le redis, on l'a dit au début mais merci beaucoup, on a pris pas mal de followers ces dernières semaines, on est à 49 followers, donc c'est vraiment cool. Et je pense que si un jour on est affilié à Twitch, donc si on se décide à streamer en semaine et qu'on a 50 followers, ce qui est deux conditions, 50 followers ça me semble atteignable, streamer en semaine régulièrement. Ça va être un peu compliqué, mais on peut le faire. Il faudrait juste qu'on prenne un mois. En fait, pour être affilié, il suffit qu'on prenne un mois où on stream 3 fois en dehors du dimanche. Et que vous soyez au rendez-vous, puisqu'il faut qu'on ait une moyenne de 3 spectateurs à chaque fois. Enfin bref, on vous dira quand on le fera, mais je pense qu'on le fera. Mais en tout cas, à partir du moment où on sera affilié, je pense qu'on pourra plus dire des trucs du genre... faudra qu'on soit un peu plus... parce que vous savez que... Rentrer dans les clous. Des fois, on est un peu à la limite sur le cinéma, qu'on peut pas tout aller voir. Enfin, on fait ce qu'on peut. Honnêtement, on fait ce qu'on peut. Oui. Mais... On essaiera de dire un peu moins. C'est vrai que là, on a tendance à un peu trop mettre en avant le fait que... Après, la semaine prochaine, on va voir The Power of the Dogs. C'est sur Netflix. On a le droit. Voilà.
ça, on n'y Power peut of rien. Dog que t'as vu aussi, Kylian, du coup? Non, pas encore. Non. C'est vrai que je suis un peu à la ramasse sur les films qui sont sortis sur les plateformes. Je suis à jour sur à peu près tout ce qui est sorti au cinéma, mais sur les plateformes, j'ai toujours du mal en fait. Je pense que c'est depuis le Covid de me remettre, me poser devant mon ordi et regarder des films. Il y a le film aussi de Apple là qui a l'air pas mal en noir et blanc. The Tragedy of Macbeth. Voilà, qui fait partie des films qu'on va voir prochainement. En tout cas, merci à tous et toutes de nous avoir suivis, pardon.